Please. So good morning, everybody. So this session is about trust funds, especially in Madagascar, the experience of Madagascar in face of the pandemic COVID, and what we do with Madagascar National Park. So we'll have two presentations. First presentation will be done by Dr. Mami Rakutuhari Jona. He's the Director General of Madagascar National Parks. He's in Madagascar now, on his way to the airport. He will be here tomorrow. He's, as you can see, he's in his car in a traffic jam. So he will do a short presentation of 10 minutes in French, and then I'll do my own presentation about the Madagascar Biodiversity Fund. I was preparing it in French, that I realized that I should maybe do it in English, so I'll do it in English. Maybe not a perfect English, but I hope everybody will understand. And then there will be a short Q&A session after that. What we will try to demonstrate is that we absolutely need a conservation trust fund in the context of Madagascar, especially now that we don't have, since 2020, we don't have any revenue from the tourists, and then the Madagascar Biodiversity Fund is the only sustainable funding to the protected areas now. So I'll give the floor now to Dr. Mami, and I hope you will, you understand. Do you hear me, Mami? Can you start your presentation, please? Over to you. Yes, I hear you very well. Hi, everybody. Hi, everyone. I think my presentation is in French language, so I will give my floor in French language. Perfect. Oui, bonjour à tout le monde. Le fonds fiduciaire face à la pandémie du Covid-19, le modèle est-il pertinent? C'est, disons, la thématique globale de notre partage d'aujourd'hui. Quelle est la problématique de financement dans le contexte de la Covid-19, expérience du réseau des aires protégées de Madagascar National Parks, qui est présentée par moi-même. Et j'aimerais bien d'abord présenter Madagascar National Parks. Le suivant, Yves, slide suivant. Allô? Qui nous sommes, Madagascar National Parks? Madagascar National Parks, c'est le gestionnaire des aires protégées principal de Madagascar. Nous sommes gestionnaires de 43 aires protégées, tant marines que terrestres. Avec ces 43 aires protégées, nous avons 27 parcs nationaux catégorie 2. Nous avons 2 réserves naturelles intégrales catégorie 1 et 14 réserves spéciales de catégorie 4, pour nous dire que nous sommes au respect du système de catégorisation des aires protégées de l'UICN. Parmi ces 43 aires protégées, nous avons 7 patrimoines mondiaux, 4 réserves de biosphère, ainsi que 5 sites Ramsar. Et pour avoir plus d'efficacité dans la gestion des aires protégées, nous travaillons de manière très étroite avec la communauté locale, autour de 60 000 personnes. Et actuellement, nos employés sont autour de 900 personnes. On a un budget annuel de 5,5 millions de dollars. Et si on fait les calculs avec la superficie des aires protégées gérées par Madagascar National Parks, nous dépensons à peu près 2 à 3 dollars par hectare par an pour préserver nos aires protégées. Quelle est notre mission à partir de, de la gestion de ces aires protégées? Notre mission, c'est d'établir
et de conserver de manière durable les réseaux nationaux des aires protégées, bien évidemment avec les parcs nationaux, les réserves spéciales. En fait, nous sommes une association de droit privé, reconnue par d'utilité publique et mandatée par l'État pour gérer ces aires protégées-là. Vous voyez sur la carte la répartition des aires protégées à Madagascar. La couleur rouge, ce sont les aires protégées de catégorie 1. La partie verte, ce sont les aires protégées de catégorie 2. Ce sont les parcs nationaux de Madagascar, le parc principaux nationaux de Madagascar. Le suivant. Oui, le slide suivant, s'il vous plaît. Nous travaillons de manière étroite avec la fondation FAPBBM et le ministère. Non, c'est si vous pouvez passer encore rester sur le deuxième slide, le slide en haut. Nous travaillons de manière étroite avec la FAPBM depuis l'année 2004 et la FAPBM était opérationnelle, disons, depuis 2010. Et c'est une fondation qui assure le fonctionnement de la gestion des aires protégées de Madagascar National Parks. Certes, ce n'est pas encore en totalité l'appui financier apporté par FAPBM, mais c'est FAPBM qui apporte la majorité du fonctionnement depuis l'année 2021. Pour partager nos expériences à partir de la crise sanitaire Covid-19, vous le savez que du moment où on a déclaré qu'il y avait le Covid à Madagascar, le gouvernement était obligé de fermer la frontière et on a aussi obligé de fermer nos aires protégées. Et ceci a entraîné une réduction du nombre de visiteurs, vu qu'il n'y avait pas des internationaux qui assurent la majeure partie des touristes à Madagascar, autour de 80%. Et cette réduction du nombre de visiteurs nous a conduit à ne plus recevoir de recettes qu'autour de 10%. On a presque une perte de 2 millions de dollars qui assure le 35% de nos fonctionnements. Et durant la crise sanitaire depuis l'année 2020, le mois d'avril avec précision, on a observé un taux de criminalité environnementale très, très remarquable au niveau de Madagascar et en particulier au niveau des aires protégées. Slide suivant. Vous voyez, la figure nous montre ici que en 2015, il y avait autour de 150 000 visiteurs au sein des aires protégées de Madagascar National Parks. Mais après la crise, il y avait une diminution presque à 80%, c'est-à-dire qui nous a amené à presque sous la barre de 5% de nos visiteurs en 2020 et en 2021. Vous voyez, les recettes issues de la visite des touristes au sein des aires protégées. En 2015, on a reçu autour de 623 000 dollars et il y avait une augmentation jusqu'en 2019 qui était autour de 1 500 000 de dollars en 2019. Le slide suivant. Slide suivant. En termes de, disons, en termes de pression anthropique, subissant nos aires protégées. Vous voyez ici, nous utilisons la satellite MODIS pour détecter le nombre de points de feu. Vous voyez déjà que
en 2019, il y avait une diminution du nombre de points de feu jusqu'à 1300 points de feu au niveau des camps 3 protégés gérés par Madagascar National Parks. Mais malheureusement, juste depuis la crise ou même pendant la crise, il y avait une augmentation très remarquable. Et de même, en matière de déforestation, on a observé qu'il y avait une déforestation presque le même niveau que l'année 2018 en 2020. Donc, la crise sanitaire ne fait que impacter négativement la gestion des aires protégées à Madagascar. Slide suivant. Pour parler autres effets de la crise sanitaire, vu qu'il n'y avait plus de, comme j'ai déjà mentionné, il n'y avait plus que moins de 10% des touristes internationaux qui sont les résidents à Madagascar déjà. Et on a perdu presque 2 millions de dollars plus pour notre recette propre. On a le gouvernement des difficultés pour l'appui financier de Madagascar National Parks, en particulier pour la remise des dettes du gouvernement allemand qui nous a accordé l'utilisation de leurs dettes pour la préservation des aires protégées de Madagascar National Parks. On n'a pas eu de possibilités de financement dans les lignes budgétaires de la loi des finances. Et ceci nous a obligés d'utiliser nos fonds d'investissement dans le fonds de fonctionnement. Donc, vous voyez déjà qu'on était obligé de trouver des solutions pour assurer la présence effective de nos agents au niveau du terrain pour éviter la destruction de nos capitaux naturels durant la crise. Et vous le savez aussi que les partenaires, que ce soit techniques ou financiers, ils aiment beaucoup plus investir dans l'investissement, dans le projet de développement, projet d'investissement, au lieu d'assurer le coût de fonctionnement. Or, durant la crise sanitaire, nous sommes obligés d'être présents 24 sur 24 au niveau du terrain et on a même multiplié par 10 ou par 15 le fort que nous devrons déployer pour assurer la préservation de nos aires protégées. Le slide suivant. Slide suivant. À partir de ces contraintes et problématiques, nous devrons monter des stratégies pour surmonter à ces contraintes, notamment en matière de stratégie marketing pour la promotion touristique à Madagascar. On était obligé de promouvoir le tourisme local, le tourisme national, en faisant réduire le droit d'entrée des parcs nationaux jusqu'à l'ordre de 45% pour inciter les nationaux ainsi que les étrangers qui étaient déjà à Madagascar. On a aussi obligé de renforcer la recherche de partenariats tant au niveau national qu'au niveau international, surtout avec le secteur privé, qui n'était pas très impliqué auparavant dans le système de la conservation de nos aires protégées. On a aussi dans l'obligation totale de diversifier nos produits, nos services dans le système de la vente en ligne qui est en cours actuellement. On a initié depuis, jusqu'ici, on n'a pas encore bouclé le système de crowdfunding avec le projet PNUD, par exemple.
Et actuellement, nous sommes en train de revoir comment lancer dans l'urgence même le programme de la mise en concession au sein des aires protégées. On a déjà presque à 90% les cadres juridiques. Il suffit seulement d'une validation au niveau du gouvernement. On a déjà consulté toutes les parties prenantes pour la bonne marche de la mise en concession à Madagascar. Slide suivant. Quelles étaient les résolutions et mesures prises pour pallier à ce problème de crise sanitaire? Durant la crise, en pleine crise même, on était obligé parce que nous n'étions pas préparés pour l'arrivée du Covid à Madagascar. On n'était pas bien préparés. Donc, c'était une grande surprise pour nous parce que c'était le mois de mars 2020 qu'on a connu une augmentation, une hausse de la pandémie à Madagascar. Et c'est à partir de là qu'on était obligé de mener une réforme intelligente au niveau de l'institution Madagascar National Park. On était obligé d'optimiser, réduire même le coût de fonctionnement pour que nous puissions assurer nos activités cœur, c'est-à-dire pour que nous puissions assurer le suivi écologique de nos cibles de conservation, pour que nous puissions mener la patrouille surveillance, que ce soit à l'intérieur des aires protégées ou autour des aires protégées, tant avec nos agents, patrouilleurs, qu'avec la communauté locale. Pour renforcer aussi notre résolution, on était obligé de négocier de manière plus forte avec les partenaires financiers internationaux pour combler nos gaps de financement parce qu'il y avait un gap après l'ajustement financier de nos besoins. On a eu un gap autour de 3 millions de dollars au début de l'année. Voilà. Allô? Allô? Slide suivant. Vous voyez, je vais vous montrer ici la répartition de nos ressources avec les partenaires financiers en 2021. Vous voyez, nous travaillons de manière étroite avec la banque allemande KfW qui assure la majorité de nos activités actuellement, disons plus de 55%. On a aussi le financement de la FAPBM, qui est de la fondation, autour de 14%, qui assure 22 unités de gestion, 22 aides protégées. Et on a, disons, des financements avec le projet Banque mondiale, avec le projet AFD, avec l'Union européenne. Pour vous dire qu'on a des multitudes de partenaires financiers qui travaillent avec nous et nous incitons toujours la participation active, l'appui actif de ces partenaires, vu qu'avec la crise sanitaire, après la crise sanitaire, on a encore des contraintes financières jusqu'ici et avec la situation actuelle, on n'a pas encore eu disons, de visibilité bien précise pour quand la pandémie aura plus des impacts négatifs
sur la conservation des réserves protégées. Slide suivant. Allô? Allô? Oui, vous voyez ici, nous avons un gap de financement. Chaque rubrique, par exemple, en matière de matériel équipement, autour de 2 millions d'euros. La couleur rouge, c'est la ressource disponible. Et la couleur bleue, c'est l'emploi. Et vous voyez, on a un gap de financement à chaque rubrique. Et c'est à partir de là qu'on a recours avec des partenaires, en particulier avec FAPBM, pour assurer comment combler ces gaps-là. Et à partir de cette année 2021, après la négociation avec KfW et la FAPBM, nous arrivons à débloquer un fonds de 2 milliards pour assurer la préservation de nos aires protégées depuis le mois de juillet 2021. Slide suivant. J'aimerais bien partager à nous tous ici, la répartition de nos besoins financiers pour l'année 2021. Vous voyez, on a un charge de fonctionnement autour de 4,3 millions d'euros qui se subdivise en coûts récurrents, c'est-à-dire coûts d'activité pour la réalisation des activités, comme la patrouille surveillance, la réalisation de suivi écologique, la sensibilisation de communautés autour du parc. Et on a une charge salariale fixe autour de 2,2 millions d'euros. Et on a aussi autres besoins financiers, comme la sauvegarde sociale pour le développement de la communauté autour des aires protégées. On a alloué un fonds de 1,5 million de dollars pour la réalisation des activités de développement communautaire autour des 43 aires protégées. On a aussi besoin d'un financement pour assurer les infrastructures utilisées par les agents du parc, comme la construction de bureaux, la construction de postes de garde, qui est autour de 700 000 euros. Et finalement, nous, comme nous travaillons avec un système informatique, nous sommes obligés de doter des équipements matériels comme les GPS, les ordinateurs et autres pour nos agents. Et le coût s'évalue autour de 500 000 dollars. Le suivant. Avec ces problématiques, nous aimerons vous partager ici nos projections pour les années futures, de l'année 2021 jusqu'à l'année 2025. Nous aimerons avoir un indice d'autofinancement de 63% en 2025 selon notre calcul, c'est-à-dire cet indice d'autofinancement est le rapport entre nos recettes et les charges de fonctionnement. Pour 2021, nous ne comptons plus d'avoir des recettes, vu qu'il nous reste que 5-6 mois, la période écotouristique, et avec la situation actuelle, on ne peut pas estimer une recette financière remarquable pour cette année 2021. Par contre, à partir de l'année 2022,
2022. Nous espérons avoir plus et de même pour les années autres futures. Pour pallier encore à ces problématiques-là, nous allons développer une vision commune pour le financement des aires protégées à Madagascar, avec, bien évidemment, avec le lead du ministère de l'Environnement et du Développement durable, ainsi que les partenaires techniques et privés, et surtout la collaboration avec les partenaires, les secteurs privés, qui devraient être, à partir de ces crises, bien impliqués dans la conservation des aires protégées pour éviter la répétition de ces phénomènes négatifs. Nous allons aussi renforcer notre levée des fonds avec le ministère ainsi que la Fondation, vu que la Fondation est là pour assurer les charges de fonctionnement de la gestion des aires protégées à Madagascar. Et ensuite, nous aimerons investir dans le mécanisme de financement innovant. Et nous avons déjà, pour renforcer cette idée, en cours de mener une étude sur la valeur apportée par la conservation des aires protégées à Madagascar. D'ici peu, on peut sortir déjà les résultats de cette étude pour que tout le monde puisse savoir quels sont les avantages de la gestion des aires protégées, de la mise en place des aires protégées à Madagascar et quels sont les besoins pour que chaque partie puisse se positionner pour appuyer, que ce soit technique ou financier, les gestionnaires des aires protégées à Madagascar. Slide suivant. Pour marteler les informations financières, j'aimerais bien vous partager, disons, la contribution active de la Fondation FAPBM depuis l'année 2017 pour appuyer financièrement les aires protégées gérées par Madagascar National Park. Vous voyez, si en 2017, il y avait 1,5 million de dollars qui étaient investis par FAPBM au niveau de Madagascar National Parks, il y avait une augmentation en 2022. Ça, c'était dû à la crise sanitaire. Slide suivant. Vous voyez, c'est une graphe qui nous illustre beaucoup plus facile. La courbe en bleu, c'est la courbe qui nous montre le besoin financier de Madagascar National Parks. Et puis, la courbe en orange en bas, c'est la courbe qui montre l'appui financier apporté par FAPBM. Vous voyez, il y a une augmentation de l'ordre de déjà même plus de 25%. Si on compare de l'année, non, c'est pas 25%, par rapport à l'année 2019, c'était 25%, mais par rapport à l'année 2017, c'est à peu près pareil pour dire qu'il y a une augmentation d'appui financier apporté par la Fondation. C'est pour dire que nous sommes en étroite collaboration avec la Fondation pour préserver les aires protégées à Madagascar. Oui, le suivant. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie. Thank you, Dr. Kutori Jonah. I realized that the connection was not optimal, because as I told those who were there at the beginning of the session, that
He's still on his way to the airport, trying to get to Marseille by tomorrow. So let's cross our fingers and see if they can make it tomorrow. There'll be 10 people from the delegation of Madagascar boarding tonight to Paris. Thank you. I hope you will stay connected in case there's some question. I also understand that this is lunchtime, so please feel free during my very short presentation to have something. Maybe the minister would want something. Antoinette, if you can by the time please feel free to take some drinks and also some food. To my presentation is a little bit shorter, and it's about the role of the trust fund in especially in this pandemic time of pandemic. Yeah? Okay. Okay. So the first, for those who do not know, but I think most of you have a good knowledge of Madagascar, but just in case I've prepared this, we have a very long story about environment. Since the early 90s, we already had this National Environment Action Plan. So we're very early, we were already aware that we need to do something to protect our environment. That was more than 30 years ago, and we even look at 40 years ago. We already did our homework. And in 1995, we also ratified the Convention on Biological Diversity. And then we took two major steps. In 2003, we had the government had committed to increasing the protected areas from 1 million hectares to 6 million, and we achieved that in 2012. That was the first major step. The second major step it was in 2014 with the promises to triple the surface of MPAs, marine protected areas, and I think we are on a good way to achieve that. And now the total size of the protected areas in Madagascar is around 7 million hectares. So the role, I think you all know, so I'll be very short. As the Director General of MNP has underlined, but for the last, let's see, two decades ago, the 80% of the resources to protect biodiversity came from international NGOs, WWF, Conservation International. So that was 80%, and 20% was from some government sources and national parks entry fee tourists. That was 20 years ago. And I think at that time, those who had initiated the creation of the FAPBM thought that that was not a sustainable way to protect biodiversity, relying for 80% on international NGOs. So that is the reason why the Madagascar Biodiversity Foundation was created in 2005. We now have 4 types of funds under our management. The major one, the financial mechanism, I'll talk about that a little bit later, endowment funds, because we have a capital. We also have some other funds, the seeking funds. We also have some management mandate. That is, a contributor would, we don't own the funds, but we just manage the funds. That's the management mandate. And revolving funds, we don't use that type of fund for now. So this is the big, the financial mechanism that I just want to try to convince that it works. We have now an endowment fund of $88 million. We have a capital of 88 million, and some other contribution is coming. So by probably the end of the year, we will be around 100 million of endowment. What do we do with that?
With that, we don't use it to protect biodiversity. We use it to invest. We invest in financial markets. We invest the capital in financial market, and we receive financial revenue. And that the revenues that we receive from those investments are the resources that we use to finance the protected areas. We do not touch the capital. We only use the revenues. That's what it makes things very, very interesting. As for the second fund, there's only one second fund so far that is managed by the FAPBM. Is a second fund that comes from the government, from the German government. This is just to tell you, but I'm not really going to talk about this today. And very interesting also, we have some various management mandates with mostly US foundations, Amsley, GRS, MacArthur, and we manage we have a mandate to manage some of their funds, and which is underway now is this one. We have 6 million that we manage to create and promote marine protected areas. This has begun 2 years ago, and it's underway, and we are the manager of the fund. That is a foundation, an international organization might come to Madagascar, and instead of giving the money directly to projects, then they would give the mandate to the Madagascar Biodiversity Foundation to manage the money, and it's up to us to make the monitoring, evaluation, and also make sure that they also respect all the procedures. What is the achievement? We are a conservation fund, so we must talk finance. What is interesting is that in 2020, during the COVID pandemic, we have had a very good financial performance, 7.58 compared to a benchmark of 8. That was in 2020 during the pandemic. If you look at the last 5 years, we had a global financial performance of 6.4 compared to the objective that we had of 4%. That is why I say that it works. In 2020, Madagascar National Park didn't have almost zero revenue from the tourists, and we were there. This year, Madagascar National Park will not have revenues for tourism, and we are there. Next year, maybe tourists hopefully will come, but not probably not enough, and we will be there. We will be there for the next 20, 30 years. So this is just another way of saying what the Director General of Madagascar National Park said. You look at the blue, is that the revenue that the resources that we give to the Madagascar National Park has been increasing, except for in 2017, it has been increasing. And just for your information, we now have 35 protected areas that we support in Madagascar, 36 protected areas. And within these protected areas, we are protecting around 500 endangered species. And we do not only protect biodiversity, but you look at this, we also help the local community living around the protected areas. And last year, we have been able to help more than 12,000 people from the living around the protected areas. So this is just, I skipped that one. The lesson learned, the funding from FAPBM is the only sustainable funding to Madagascar National Park. The funding has proven its relevance during the COVID-19 pandemic.
The financial model is working, as you could see. We have had some very good global performance, financial performance. And this is my advocacy, is one of the best way to protect in a sustainable way the biodiversity in Madagascar would be to increase the endowment capital in FAPBM. And we are now going to launch at the end of this year. When you say we, it's Madagascar. It's the Madagascar Biodiversity Fund with Madagascar National Park, and hopefully with the leadership of the Ministry of Environment and Sustainable Development, a big fundraising campaign. So for Madagascar, that's something I want to insist on. It's not just for us, it's really for the biodiversity of Madagascar. So the ministry will benefit from it. Madagascar National Park will benefit, and of course we will also the benefits. Just some figures. The need to protect biodiversity in Madagascar would be around $30 million per year. $30 million per year. And we are very far from that, even with the international NGOs, even with the tourists, we're still very far. So this is why one of the mission for the foundation now is to really try to increase. We are targeting to reach probably more than $200 million of capital in the 5 years to come to be able to sustainably support the protected areas in Madagascar. So thank you. I'm the sorry for those who came after that. I'm the executive director of the foundation, and please feel free to contact me. Just for those who are in the session here live, just want to let you know that there are many people also following the session live. And as a conclusion, that I want to welcome our Minister of Madagascar, the Minister of Environment, who is with us today. So thank you, Minister, to be with us. Although it's a small session, I know that you're aware that we need to attract the attention of Madagascar because we all know that's a leitmotif, as we said, of the minister. We have 5% of the biodiversity in the world, and yet this 5% is there. We're losing it, and you know that what we lose, it's lost forever. So it's still time. It's not late. It's very late, but it's not too late to save the biodiversity of Madagascar. So I know that in Dr. Russell, Julia Jones, and a lot of you, Mathieu Souquet, you all have your role to protect Madagascar. This is not about small role or big role. I think we all have a role to play to protect this biodiversity, and we have the chance, I think, an historical chance to have especially a minister. I think this is the time. I've seen many ministers, but the minister, but the one that we have is is fantastic, and I think we have to we have to acknowledge that, and we need to move fast, and she knows that, and hopefully we'll all be able to move together, because as you know, together we go farther. Thank you for the session. This is the end of the session, but just I like the opportunity for because there are a lot of people who knows Madagascar. You have the minister. You can, of course, maybe talk to her after the session, but just in case you have some question for the audience, please, maybe Dr. Russell, Mathieu Souquet. Mathieu Souquet is from Biotop. Yes, from Biotop Madagascar. I will do it in French, if you don't mind. It would be easier for me. Comment est-ce que vous pouvez, si j'ai bien compris, le rendement du capital en 2020 a atteint 7,58% pour un objectif de 8, enfin un benchmark de 8, qui était assez nettement supérieur aux années précédentes. Qu'est-ce qui explique que cette année 2020, est-ce qu'il y a eu un intérêt particulier? Justement, est-ce qu'on sent un mouvement financier de la finance
sur ces questions qui fait que les rendements sont meilleurs en termes d'investissement sur la biodiversité? Thank you, Mathieu. I respond in French also, sorry. Il y a quelque chose de c'était, personne ne pouvait prévoir l'évolution des marchés financiers. Tout le monde s'attendait, lorsque la pandémie est arrivée, s'attendait à ce que, en même temps que l'économie réelle, qui a, comment on dit ça en anglais, collapsed, donc c'est écroulé. Tout le monde s'attendait à ce que les marchés financiers s'écroulent aussi. Et ben, c'est le contraire. Alors, je ne suis pas un financier pour expliquer cela, mais lorsqu'on regarde les autres crises, différentes sortes, hein, des pandémies, notamment d'autres crises auparavant, des crises sanitaires, etc., on s'est aperçu que les marchés financiers ne réagissaient, travaillaient sur le long terme et donc n'étaient pas influencés sur le court terme. Et donc, c'est ça qui est intéressant d'avoir des fondations comme la FEPBM, c'est que on investit sur des marchés financiers et ces marchés financiers sont toujours là. Il faudrait même si on voit des prix du marché du pétrole s'écrouler, les marchés financiers restent. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas toute la solution, mais c'est une constatation. Et c'est pour ça que c'était ça le message, c'est que donc une fondation comme la FAPBM, en fait, est ressortie renforcée de la crise de l'année dernière, financièrement. Donc, on a eu plus d'argent de nos investissements l'année dernière que les autres années. Et c'est pour ça que nous avons la mission de donner encore plus d'argent, parce que nous avons reçu plus. Une fondation n'a pas de but lucratif, donc nous donnons, et nous allons donner encore beaucoup plus pour les années qui viennent, parce que, comme a dit un de nos contributeurs, notamment de la KfW, donc le gouvernement allemand, ils ont dit que ce n'est pas la peine d'avoir un beau capital et d'avoir des aires protégées où la biodiversité a disparu. Ce n'est aucun intérêt. Donc, aujourd'hui, nous recevons beaucoup et donc nous donnons beaucoup grâce à notre mécanisme de travailler sur des marchés financiers. Dr. Russ Mittermeier. Thank you. I'll speak in English because that's easier for me. I've long felt that ecotourism is in many ways the future of Madagascar. And of course, it depends very much on maintaining the resource, the biodiversity resource. Madagascar should be one of the premier destinations for ecotourism in the world. It's not there yet, but I don't think it would take a lot to reach that level. Now, I've always thought that you're undercharging for entry into the protected areas. What is it now? $12 is an entry fee, which is kind of ridiculous. People go all the way to Madagascar, they spend a lot, they can pay considerably more to get into the national park. So why not increase the fees getting into the national park? Not too much initially, or all the ecotourism operators will have a fit, but I think that you could increase the revenues for both MNP and also have a contribution from the revenues go to the foundation. That's one way of generating resources very quickly. The other question I have is, what you mentioned the Hemsley Foundation there. Are they still active in Madagascar? I think they pulled out a while ago. Or are they still giving? They pulled out. Yeah, okay. So I was surprised to see them there. Yeah. Given the urgency of the biodiversity crisis in Madagascar, the extreme urgency, have you thought about, I think you'll raise more money. I don't think that's going to be a problem, but what about converting a portion of your capital to a sinking fund, so in the immediate future you can invest more in the protected areas and in conservation in general? Because if you don't invest now, 5 or 10 years from now, when you have a lot more money in the capital, you may not have much biodiversity left to conserve. So my hope would be that you can fast track investing at a level that's appropriate and will really make a difference in terms of conservation in Madagascar. I have suggestions for fundraising, but we can talk about those at another time. Thank you, Dr. Mittermeier. I'll let the Minister maybe respond for the first part of your question about tourism. Merci beaucoup. Je vais parler en français. Tout d'abord, je salue tout le monde qui est là. Merci de soutenir la Fondation et surtout Madagascar National Parks, qui est donc
un organisme rattaché du ministère de l'Environnement, chargé de s'occuper de ce réseau immense des aires protégées. Je voulais d'abord souligner le fait que les contraintes à Madagascar sont très fortes en matière de conservation de la biodiversité parce que c'est aussi jongler sur la question de la lutte contre la pauvreté, sur une logique très court-termiste des populations qui ont faim, qui sont dans un contexte de vulnérabilité économique très forte et où la conservation n'est pas toujours légitime. Depuis janvier 2020, nous avons fait une réforme pour impliquer justement la plupart ou tous les gestionnaires des aires protégées à prendre en compte cette contrainte qui est très particulière à Madagascar, c'est-à-dire face à la pauvreté, conserver, ce qui impose donc une nouvelle logique, un nouveau paradigme, c'est la conservation et le développement. Et c'est prendre en compte les trois dimensions, écologique, économique et sociale. La FAPBM, et je remercie vraiment l'équipe, est allée dans ce sens et nous accompagne en disant que les critères de choix d'aide et d'appui aux gestionnaires doivent être les mêmes. Nous devons maintenant intégrer les populations, faire en sorte qu'ils deviennent des ambassadeurs, des amis et non plus les ennemis de la conservation, ce qui a été le cas pendant de longues années. Donc, c'est un vrai challenge tous les jours pour le ministère, pour la FAPBM, et surtout pour Madagascar National Parks, mais aussi les autres gestionnaires. Je rappelle qu'il y a un réseau de plus de 140 aires protégées à Madagascar. Je voulais également souligner qu'il était important pour Madagascar de bien restituer que tout ceci est aussi dans un cadre de solidarité mondiale d'un pays qui fait face à beaucoup de difficultés climatiques, pauvreté, perte de biodiversité. C'est aussi considérer la question du rôle de Madagascar dans la captation de carbone ou la réduction des émissions de carbone. Pas plus tard qu'il y a un mois, j'ai lu un livre comme quoi la forêt amazonienne était dans une phase de basculement, ne capterait plus assez de carbone face à la production mondiale des émissions de gaz à effet de serre. Et Madagascar se positionne là-dedans en disant « nous avons multiplié les aires protégées, nous continuons à le faire » parce qu'il y a une solidarité climatique qui est là. Et Madagascar, malgré ce statut très compliqué qu'il a, contribue à cet engagement international. Sinon, pour revenir à la question de la fondation de Russell, et je vous en remercie beaucoup pour tout l'appui pour Madagascar, même de loin, vous avez toujours été là. C'est vrai que c'est une vraie question, l'écotourisme. Mais en même temps, cette pandémie nous a aussi montré la fragilité du modèle d'écotourisme uniquement international. Et c'est pour cette raison que le ministère s'est aussi tourné sur l'écotourisme domestique. L'autre sujet, c'est vraiment l'écotourisme de haut de gamme, c'est-à-dire aller vers des modèles avec peu d'impact environnemental, mais plus de willingness to pay de la part de ces gens qui veulent venir conserver, qui sont prêts à payer, pourquoi pas, comme l'île Inca, ou 15 000 $ la semaine, mais ils sont prêts à payer le prix pour conserver. Donc ça, c'est un cheminement que nous souhaitons prendre aussi et mettre en place maintenant pour Madagascar. Avec, depuis 3 mois, on est en train de pondre un décret sur les concessions écotouristiques, donc dans les parcs, avec cette volonté de vraiment aller sur de la création de valeur, très peu d'impact environnemental et surtout la question des emplois verts, donc les communautés qui sont autour, qui sont encore une fois des ambassadeurs et non pas des ennemis de la conservation. Et ça, c'est vraiment le grand challenge pour Madagascar pour demain. Et j'en profite pour dire que le ministère sera bel et bien aux côtés de la fondation FAPBM pour le fundraising parce que nous en avons besoin. Et je crois que même sur le chiffre de l'estimation des besoins de Madagascar, c'est un peu sous-dimensionné, mais on n'est pas loin des 100 millions de $ sur le réseau des aires protégées. Vous comprenez pourquoi c'est crucial cette question du financement pour un pays comme Madagascar qui se bat aussi contre les aléas climatiques, la pauvreté et malgré cette volonté de l'État d'une émergence économique qui dépend bien évidemment de l'émergence environnementale. Il y a vraiment cette question cruciale du financement qui est au centre de toute cette problématique. Merci beaucoup. Thank you, Minister. So this, I think for the second, we'll have an opportunity to discuss. So this is the end of the session. Thank you. And again, feel free to contact me if you want to engage some conversation about Madagascar. Thank you very much. Bye-bye.